Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Euh, Aujourd'hui, je vais vous lire le troisième passage du livre d'Elisabeth Kübler-Ross et de David Kessler, qui est le titre du livre Leçon de vie, et dans le troisième chapitre, le titre s'intitule La leçon de la relation à l'autre. Une femme âgée de 41 ans évoque une soirée en apparence tranquille qu'elle et son mari avaient passée plusieurs mois auparavant. Après avoir dégusté le dîner simple qu'elle avait préparé, ils avaient regardé la télévision. Vers 21 heures, son mari se plaignit de troubles gastriques et prit un antiacide. Quelques minutes plus tard, il l'informa qu'il allait se coucher. Elle l'embrassa et lui souhaita bonne nuit, en lui disant qu'elle le suivrait plus tard et qu'elle espérait qu'il se sentirait mieux le lendemain matin. 1 heure et demie plus tard, lorsqu'elle se mit au lit, son mari était profondément endormi. Dès son réveil, le lendemain matin, elle comprit que quelque chose ne tournait pas rond. C'était un fort pressentiment, dit-elle. J'ai jeté un coup d'œil sur Kevin et j'ai compris qu'il était mort. Il était parti durant son sommeil à la suite d'une crise cardiaque à l'âge de 41 ans. Cette terrible expérience lui a appris que rien n'est définitif, ni les relations, ni les êtres. Après la mort de Kevin, j'ai repassé le film de notre vie et tout m'a semblé complètement différent. J'ai revu nos derniers bons moments, j'ai compris que l'on ne peut jamais savoir à l'avance quel sera le dernier dîner en ville, le dernier Thanksgiving, et cela est valable pour tous les types de relations. Je m'efforce de revenir sur ces événements et de penser que j'ai fait de mon mieux pour être totalement présente. J'ai compris que Kevin était un don du ciel qui m'avait été accordé pour un temps seulement, comme toutes les personnes que je rencontre. Sachant cela, je vis beaucoup plus intensément les moments passés avec autrui. Nous faisons de multiples rencontres durant notre existence. Nous choisissons certaines personnes, époux, amis, tandis que d'autres parents, frères et sœurs, nous sont imposés. La relation à l'autre nous offre de formidables occasions de découvrir des vérités essentielles, notre personnalité profonde, nos peurs, la nature de notre pouvoir et le sens de l'amour authentique. Cette idée peut sembler bizarre à première vue, car nous savons que les relations sont parfois faites de frustration, de difficultés et même de déchirements. Mais elles peuvent aussi être, et le sont souvent, de merveilleuses occasions d'apprendre, de grandir, d'aimer et d'être aimé. Le cercle de nos proches est relativement étroit. Notre compagne ou compagnon, quelques amis intimes, les membres de notre famille, c'est du moins notre impression. En réalité, nous entretenons des relations avec chaque personne que nous rencontrons, qu'il s'agisse d'amis, parents, collègues, enseignants ou commerçants. Nous avons des rapports avec le médecin que nous voyons qu'une fois l'an et avec ses voisins agaçants que nous évitons le plus possible. Vous êtes le... Alors excusez-moi, il s'agit bel et bien de liens qui ont certains, chacun leurs caractéristiques propres, mais qui ont aussi beaucoup en commun, parce qu'ils sont humains. Vous êtes le dénominateur commun depuis la plus intime et la plus intense relation jusqu'à la plus distante. Votre attitude, positive ou négative, pleine d'espoir ou haineuse, se retrouvera dans toutes les autres. Vous avez le choix d'introduire un peu ou beaucoup d'amour dans chacune d'elles. Hilary, qui en était à son 4e séjour à l'hôpital, luttait contre le cancer depuis plusieurs années, entre rémission et rechute. Sa meilleure amie, Vanessa, et le mari de celle-ci, Jack, avaient accepté la perspective de sa mort prochaine. Jack me confia toutefois qu'il était très triste qu'Hilary n'ait pas trouvé l'élu de son cœur, qu'elle disparaisse dans la solitude. « Elle ne va pas mourir seule puisque vous êtes là, répondis-je. Lorsque je suis revenue voir Hilary, la fois suivante, Vanessa et moi sommes sortis dans le couloir pour parler, car il y avait beaucoup de monde dans la chambre. Jack trouve qu'il est très triste qu'Hilary n'ait pas trouvé l'homme de sa vie, me dit-elle, mais en ce qui me concerne, je l'envie quand je vois tout l'amour qui règne dans cette pièce. Franchement, je ne savais pas que tant de gens l'aimaient, je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un autant entouré d'affection. Je pense qu'Hilary elle-même en est surprise.
Plus tard, ce soir-là, Hilary a regardé les visages de ceux qui l'entouraient et a dit « Je n'arrive pas à croire que tant de gens soient venus ici pour me voir. Je ne savais pas que vous m'aimiez tous autant. » Ce furent ses dernières paroles. Certains d'entre nous ne trouveront peut-être jamais l'élu de leur cœur, mais cela ne signifie pas que leur existence soit dépourvue d'amour. Il est important de comprendre que si nous ne trouvons pas toujours l'amour, c'est parce que nous lui collons une étiquette en pensant que le seul amour authentique est romantique. Pourtant, il y a tant d'amour autour de nous, tant de liens à nouer. Nous pourrions tous avoir la chance de vivre et de mourir entourés d'affection comme Hilary. Il n'existe pas de relation insignifiante ou fortuite. Chaque rencontre, chaque échange, depuis la relation amoureuse jusqu'au dialogue anonyme avec une opératrice, qu'il soit bref ou profond, positif, neutre ou douloureux, est chargé de sens. Et dans le grand schéma de l'univers, chaque relation est potentiellement importante, car même le lien le plus superficiel avec un inconnu peut nous révéler beaucoup de choses sur nous-mêmes. Chaque personne que nous rencontrons peut nous apporter une parcelle de bonheur, nous faire découvrir l'amour qu'il y a en nous, ou bien, à l'inverse, nous plonger dans la tristesse et les conflits intérieurs. Nous pouvons trouver des flots d'amour et d'amitié là où nous nous y attendions le moins. Nous espérons beaucoup de nos relations amoureuses, guérison, bonheur, sécurité, amitié, reconnaissance. Nous souhaitons aussi que l'autre répare notre vie, qu'il nous sorte de notre dépression, qu'il nous apporte des joies indicibles. Nous avons tous le désir ardent de vivre avec l'espoir fou que l'autre nous rendra pleinement heureux. Il ne s'agit pas toujours d'un désir conscient, mais lorsque nous examinons notre système de croyances, nous nous apercevons que ce désir est bien présent. La pensée suivante ne vous a-t-elle jamais traversé l'esprit ? Si seulement j'étais mariée, je n'aurais plus aucun problème. Il est légitime de considérer les relations amoureuses comme une expérience merveilleuse, parfois difficile, mais tout à fait souhaitable. Celle-ci nous rappelle le caractère unique et parfait de notre être profond ainsi que son unité. Les problèmes surgissent lorsque nous sommes persuadés à tort que l'autre pourra nous réparer. C'est une vaine illusion qui ressort de la pensée magique. Pourtant, il n'est guère étonnant que tant de gens croient aux contes de fées. N'avons-nous pas grandi dans cet univers ? N'avons-nous pas été encouragés à croire que seul un prince charmant ou une Cendrillon pouvait nous apporter bonheur et équilibre ? En d'autres termes, nous croyons que nous demeurons inachevés tant que nous n'aurons pas trouvé l'amour de notre vie comme un puzzle auquel il manque une pièce essentielle. Croire aux contes de fées est enchanteur, amusant et dans une certaine mesure indispensable. Mais trop y croire nous prive de la possibilité de nous rendre nous-mêmes plus heureux ou meilleurs. De résoudre par nos propres moyens nos problèmes professionnels, familiaux ou autres. Cette croyance nous berce de l'illusion que la personne aimée nous permettra de trouver l'équilibre, la plénitude et la solitude à tous nos problèmes. Jackson, un ouvrier du bâtiment grand et maigre, vivait du mieux qu'il pouvait après avoir appris qu'il était atteint d'une leucémie. Peu après ce diagnostic, il rencontra Anne dont il tomba amoureux. Quelque temps après, ils se marièrent et elle prit grand soin de lui, persuadée qu'il n'en avait plus que pour quelques mois à vivre. Anne était très fière des 2 années qu'ils avaient passées ensemble. Jamais je ne me serais cru capable d'aimer quelqu'un aussi profondément. J'avais tellement peur de m'engager, mais aujourd'hui, je sais que j'ai été capable de m'engager de la manière la plus absolue. Jusqu'à ce que je rencontre Jackson, mes histoires d'amour ne duraient jamais plus d'1 an. Sa maladie m'a poussée à dépasser toutes mes limites. Mon amour pour Jackson m'a donné un sentiment de plénitude. Ensuite, il advint ce qui fut à la fois la meilleure et la pire des choses. Après l'échec de nombreux traitements, Jackson dut se résoudre à subir une greffe de moelle osseuse. Ce fut un succès. Il passa soudain de l'état de condamné à mort à celui de personne en parfaite santé. 6 mois plus tard, personne n'aurait cru qu'il avait eu une leucémie. Mais à présent, c'était leur relation qui souffrait. Anne avait l'impression d'étouffer. Elle se plaignait de ne plus éprouver de passion. Cette expérience est banale au sein de ce type de couple où l'un des partenaires est très malade, peut-être en fin de vie. Comprenant qu'Anne n'était plus la même, Jackson voulut mettre les choses au point. « Tu étais prête à m'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Mais c'était, semble-t-il, à sens unique.
Bon, je ne suis pas mort et maintenant nous sommes engagés dans une véritable relation, une union pour la vie. À présent que le coup près ne menace plus de s'abattre sur moi, nous sommes confrontés aux problèmes du quotidien, comme tout le monde. Je suis heureux de ce don de vie que l'on m'a fait, mais toi, tu réagis comme si tu étais condamné à perpétuité. Le conte de fées a eu sa conclusion traditionnelle. Je vais donc continuer à vivre, mais le mariage ne constitue en aucune façon une solution magique. Nous devrons faire face à nos problèmes et nous confronter à la réalité de la vie de couple. Il est beaucoup plus difficile d'assumer le train-train quotidien quand jusqu'à ce que la mort nous sépare pourrait signifier 50 ans de vie commune. Après une période de grande confusion, Anne se décida à entreprendre une thérapie pour essayer de tirer les choses au clair. C'est ainsi qu'elle découvrit qu'il était beaucoup plus facile de s'engager dans une relation où l'on risque de perdre l'autre. Jackson avait raison. Encore une fois, je m'étais lourdement trompée. Mon engagement était encore une fois de courte durée. J'ai compris que c'était une chose de jouer les héroïnes, d'être celle qui prend soin d'un homme en phase terminale et une toute autre d'être sa femme sur le long terme. Je me suis rendu compte que j'utilisais cette relation pour résoudre mes problèmes, pour essayer d'avoir enfin une histoire qui tienne. Grâce au courage de Jackson, qui a su rester lui-même et me dire la vérité, j'ai appris que la magie se construira jour après jour au cours de ce long voyage que nous accomplirons ensemble. La maladie de Jackson m'a fait découvrir le sens profond de l'engagement. Après toutes les épreuves que nous avons traversées, j'ai découvert que je l'aimais vraiment. J'ai trouvé ma passion, mais sans la dramatisation de la vie et de la mort. Ça, c'est un partage extrêmement touchant parce que pour les personnes qui ont du mal à s'engager ou à être dans une relation durable, pour diverses raisons qui nous concernent en fonction de ce qu'on a vécu et de notre parcours de vie, ça pose question. Et ça ramène aussi aux questions existentielles et à sa propre existence et à son propre mode de fonctionnement interne et parfois des dysfonctionnements ou des problématiques que l'on peut rencontrer dans sa vie sentimentale et ce qui vient s'interférer dans la relation avec autrui. Je trouve que ces témoignages sont encourageants et surtout peuvent mettre en lumière certaines blessures qui nous concernent également par un effet miroir. Donc pour continuer, le lien étroit qu'Anne avait établi avec Jackson l'avait poussée à regarder plus profondément en elle-même. Ce fut pour elle une extraordinaire leçon qui lui permit de découvrir et de guérir certains aspects obscurs de son être. Une expérience tumultueuse de ce qu'est la vraie vie. Elle a pu ainsi troquer une existence illusoire de conte de fées contre une vraie vie et un véritable amour. Ce n'est qu'à l'intérieur de vous-même que vous trouverez l'équilibre et la plénitude. Le fait de trouver l'homme ou la femme de votre vie ne résoudra pas vos problèmes relationnels. Cela ne vous rendra pas plus heureux dans votre travail, ne vous assurera ni augmentation de salaire, ni promotion et ne rendra pas vos voisins plus aimables, ni l'administration plus conciliante. Si vous êtes seul et malheureux, vous serez malheureux dans votre couple. Si vous êtes incapable de vous stabiliser sur le plan professionnel ou sentimental, le fait d'avoir trouvé l'âme sœur ne changera rien. Si vous êtes un mauvais père ou une mauvaise mère, vous continuerez à l'être dans votre nouvelle relation, ou si vous aviez le sentiment de n'être rien sans l'homme ou la femme idéale, ce sentiment d'inutilité refera surface à un moment ou à un autre. L'équilibre et la plénitude que vous recherchez sont en vous et ne demandent qu'à être découverts. L'incomplétude, l'incapacité à exprimer son amour, à trouver le bonheur dans sa vie personnelle, sociale et professionnelle sont à l'origine de ces attentes illusoires. La vraie solution consiste à découvrir l'équilibre en soi-même au lieu de chercher quelqu'un à aimer. Il faut s'efforcer d'être digne d'être aimé si l'on a quelqu'un dans sa vie. Il faut faire en sorte de mériter son amour et non à en exiger davantage. Si vous êtes en quête d'amour, sachez qu'un maître sera à votre côté lorsque vous serez prêt pour la leçon, n'est-ce pas? On fait confiance en la vie pour ça, hein. En temps voulu, vous trouverez l'homme ou la femme de votre vie. Il est tout à fait normal de vouloir avoir quelqu'un dans sa vie, mais il y a une différence entre le désir de trouver l'amour et celui de trouver la personne qui comblera ses propres manques. Bon, moi j'ai mis un petit bémol sur l'homme ou la femme de notre vie parce qu'on ne sait jamais
si les choses vont durer. Et d'ailleurs, c'est très bien expliqué dans ce livre concernant la mort. On ne sait pas ce qu'il adviendra, ou ce qu'il se passera, ou comment les choses vont se dérouler, qui fait que l'on va durer ou pas. Donc, on sait très bien que tout est éphémère et on ne peut pas prédire l'avenir encore une fois. Et je pense qu'il ne faut pas le prédire. Je pense qu'il faut cheminer et vivre ce que l'on a à vivre et adviendra ce qu'il adviendra de toute façon. Comment le savoir? Du coup, j'ai perdu le fil. Je ne sais même plus si j'étais sur la page 68 ou 69. Alors, si j'ai retrouvé. Donc, il est tout à fait normal de vouloir avoir quelqu'un dans sa vie, mais il y a une différence entre le désir de trouver l'amour et celui de trouver la personne qui comblera ses propres manques. Chacun de nous peut trouver le bonheur et l'épanouissement dans ses relations avec autrui, ainsi que la plénitude et l'équilibre en lui-même. Un jour, vous trouverez probablement celui ou celle qui vous convient. Entre-temps, vous êtes digne d'être aimé tel que vous êtes, vous méritez d'ores et déjà d'être heureux, d'être un bon ami, d'avoir un travail intéressant et tout ce que la vie peut vous offrir de meilleur. N'oubliez jamais que vous êtes un être unique, tout simplement parce que vous existez. Vous êtes un don précieux au monde. Que vous ayez réussi ou non, que vous ayez rencontré la personne idéale ou que vous soyez seul, il est inutile d'attendre que les choses viennent de l'extérieur car vous êtes d'ores et déjà complet. La solution ne réside pas dans une histoire romantique, que vous soyez marié ou non. Si vous souhaitez une pointe de romantisme dans votre vie, aimez d'abord celle que vous menez. Ceux qui vivent une relation amoureuse ont les mêmes problèmes, mais en sens inverse. Si l'un des partenaires est instable sur le plan affectif, il attirera une personne émotionnellement équilibrée. Si l'un des partenaires a des tendances dominatrices, l'autre aura sans doute une propension à la passivité. Si l'un est toxicomane, l'autre sera probablement son sauveur. Si les deux partenaires sont des anxieux, l'un affrontera sa peur en pratiquant un sport dangereux, tandis que l'autre préférera éviter les ascenseurs. Qui se ressemblent s'assemblent, mais avec des comportements différents. Un jour, quelqu'un a expliqué ce phénomène de la manière suivante. Dans toute relation, il y en a un qui fait les crêpes et l'autre qui les mange. D'une manière générale, lorsqu'un problème se présente, l'un des partenaires souhaitera prendre les devants, crever l'abcès et trouver une solution, tandis que l'autre préférera aborder les choses différemment en prenant du recul pour réfléchir. On pense toujours que c'est l'autre qui a un problème et qu'il ne sait pas le gérer. Pourtant, la réalité, c'est que chacun correspond parfaitement à l'autre. L'approche directe par telle femme sera pour son compagnon un révélateur, et son refus à lui de l'affronter aura le même effet sur elle. Dans certaines manières, nous essayons en permanence de guérir nos blessures inconscientes, mais en la matière, les progrès ne sont pas toujours évidents ni faciles. L'amour nous confrontera à tout ce qui s'oppose à lui pour que vous en preniez conscience. Si vous aspirez à une vie amoureuse plus heureuse, il n'est pas sûr que l'univers vous envoie le jour même une personne charmante. Au contraire, il se peut fort bien qu'il vous mette en contact avec des êtres déplaisants. En nous efforçant d'accepter l'autre tel qu'il est, nous pourrons apprendre à donner davantage d'amour. Très souvent, les personnes avec lesquelles nous entretenons des relations sont pour nous le meilleur révélateur. Si antipathiques qu'elles puissent être, ces personnes sont sans doute celles dont nous avions le plus besoin. Ceux qui en apparence ne nous conviennent pas du tout peuvent souvent se révéler nos plus grands maîtres. À la fin de sa vie, Jeanne, une femme forte au franc-parler, nous révèle son enfance martyre avec un père violent et alcoolique. Plus tard, j'ai choisi un mari qui devait lui aussi se révéler violent et alcoolique. J'ai fini par le quitter. Avec le recul, je me rends compte que ce mariage, malgré les grandes souffrances que j'ai endurées, a été la meilleure chose qui pouvait m'arriver. J'ai dû me replonger dans les maux de mon enfance. J'ai découvert de nombreuses blessures enfouies que ma relation avec mon mari a fait remonter à la surface. Aujourd'hui, j'éprouve un grand sentiment de reconnaissance pour cela. Il en est de même pour les proches que nous n'avons pas choisis, en particulier les membres de notre famille, nos parents, nos frères et sœurs et nos enfants. Surtout les adolescents peuvent nous rendre la vie impossible. Si difficiles soient-elles, ces relations sont une source irremplaçable d'enseignement,
car nous ne pouvons pas nous couper aussi facilement de notre famille que de nos amis et connaissances. Le plus souvent, nous n'avons d'autre choix que de tenter d'arranger les choses. En fait, la seule solution consiste tout simplement à aimer ses proches tels qu'ils sont. Tels les galets polis par la mer, nos aspérités s'adoucissent au contact des autres qui nous permettront de découvrir ce que nous avons besoin d'apprendre. On pense parfois que pour être heureux, il suffit de modifier certains aspects d'une relation, qu'il suffit de changer l'autre, qu'il suffit... lapsus. On pense parfois que pour être heureux, il suffit de modifier certains aspects d'une relation, qu'il suffit de changer l'autre pour qu'il nous convienne et que nous soyons heureux. Quelle illusion! Le bonheur ne dépend pas d'une amélioration de la relation. Nous ne pouvons changer l'autre et de toute façon, cela n'est pas notre rôle. Puisque nous voulons être ce que nous sommes vraiment, pourquoi ne pas laisser l'autre faire de même ? Nos rapports ne sont pas bancals et le fait que l'autre ne correspond pas à nos attentes ne signifie pas qu'il soit sans valeur. Toute relation est réciproque en ce sens que nous sommes le miroir de l'autre. Étant donné que les semblables s'attirent, nous attirons ce qui se trouve au plus profond de nous. Charles et Cathy sont mariés depuis 5 ans. Charles a bien compris le concept du miroir. Si ma relation est ennuyeuse, c'est que je m'ennuie. Ou pis, que je suis ennuyeux. Oui, Charles a raison, mais la bonne nouvelle, c'est que sa prise de conscience rend le problème plus tangible. Se contenter de dire qu'une relation est ennuyeuse n'est pas très constructif et ne résout pas le problème. Sachez que le problème réside en vous. Aussi est-il possible de le découvrir et de le résoudre. Comme nous l'avons dit, il est vain de vouloir changer l'autre, précisément pour cette raison. Nous créons nous-mêmes notre destinée. C'est à nous de tirer les enseignements d'une situation donnée. La plupart du temps, nous préférons nous débarrasser de notre partenaire plutôt que de chercher à résoudre nos difficultés. La relation à l'autre représente une occasion unique de découvrir nos problèmes et la réalité de notre être. Cela ne signifie pas qu'il faille poursuivre à tout prix une relation marquée par la violence, mais avant de se séparer, il faut d'abord s'interroger sur les causes. Est-ce l'autre, la relation ou soi-même ? Un regard trop exigeant sur l'autre nous détourne de notre véritable objet, nous-mêmes. Comme on dit, il me faut être vide pour être plein de toi. La seule personne que nous pouvons contrôler, c'est nous-mêmes. En travaillant sur nous-mêmes, la situation changera d'elle-même. On s'apercevra alors que la relation fonctionne bien, ou au contraire qu'elle ne marche pas et qu'il faut passer à autre chose. Il s'agit toujours d'un travail intérieur. À plusieurs reprises, lorsque nous avons demandé à des gens s'ils aimeraient tomber amoureux, nous avons été surpris que les réponses instantanées et passionnées « Oh oui, pour toujours » ou bien « Non, jamais ». Cela voudrait dire abandonner ma carrière, me sacrifier et toujours chercher à faire plaisir à l'autre. La première réponse est douce et totalement irréaliste, mais la seconde est tout aussi inquiétante. Le mot sacrifice peut-il vraiment définir l'amour ou bien n'est-ce pas la vision que l'on a inculquée à cette personne durant son enfance ? Nous reproduisons dans nos relations ce que nous avons observé enfant. Le fait d'avoir vécu au sein d'une famille désunie et malheureuse peut modérer notre attitude envers l'amour et les autres pour le reste de nos jours. C'est vrai cette phrase parce que si je renvoie à mon histoire personnelle, j'ai pensé pendant très longtemps qu'avoir des enfants était un sacrifice. Se sacrifier pour ses enfants, se sacrifier dans sa vie de femme, mettre sa vie de femme de côté, ne pas poursuivre les études universitaires, s'oublier totalement. Bon, il est vrai que quand même, quand on a des enfants, eh bien, la priorité, c'est quand même les enfants et leur bien-être. Souvent, on va passer notre bien-être en second. Il y a un devoir de parent aussi, je pense. Mais il est important aussi de ne pas s'oublier. Mais c'est difficile de mettre ça en place. Et aussi, encore une fois, tout dépend de là où on en est et de notre capacité aussi à interagir dans son environnement et à mettre des choses en place face à ce que l'on traverse. On est tous différents. Mais ce mot sacrifice ou ce terme sacrificiel, ça évoque quelque chose d'important pour moi et ça me renvoie aussi à mon histoire personnelle en ce sens où voilà, j'ai toujours pensé qu'être mère, peut-être par rapport
au modèle parental que j'ai eu, c'était de se sacrifier ou s'oublier complètement ou mettre sa vie de côté et être complètement dépassé, ce qui était le cas de mes parents. Mais ce n'est pas forcément ce que moi je vais reproduire. Mais comme quoi, les croyances, elles sont ancrées et parfois même quand on pense que ça ne vient pas de soi, on porte ça en nous. Donc soit lié à son enfance ou soit lié au transgénérationnel, aux mémoires transgénérationnelles que l'on a héritées de ses grands-parents ou de ses arrière-grands-parents. Donc je continue. Nous devons réfléchir à la relation que nous entretenons et nous poser les questions suivantes. L'amour que je donne et que je reçois est-il ou non fondé sur la conception que l'on m'a transmise de mon éducation ? C'est ça, c'est que parfois on a des attitudes et des comportements où l'on pense qu'on est l'auteur, qu'on est à l'origine de ça, mais en fait on est sous la gouvernance de ses mémoires ou de ses croyances internes. Est-ce là le genre d'amour que je souhaite donner et recevoir ? Donc se poser ces questions, donc c'est ce qu'elle nous explique dans le livre. Est-ce là le genre d'amour que je souhaite donner et recevoir ? Est-ce là le genre de relation que je souhaite poursuivre ? Si nous percevons l'amour comme quelque chose de compliqué, de douloureux, alors nous devons en chercher la raison. C'est vrai. S'il représente pour nous une suite interminable de complications, c'est que nous l'avons vécu ainsi durant notre enfance. Et c'est vrai que moi j'avais tendance à me dire que devenir mère, c'est compliqué, c'est difficile, c'est une contrainte, c'est comme je le disais, c'est s'oublier, c'est passer à côté de beaucoup de choses. Donc c'est certainement, évidemment et probablement lié à mon histoire personnelle. S'il est pour nous associé à la violence conjugale, c'est probablement parce que nos parents étaient prisonniers d'une relation de ce type, et c'était le cas aussi pour ma part. S'il est pour nous une relation de tendresse et d'affection, là encore, c'est probablement une situation vécue durant l'enfance. Malheureusement, pour certains, trop nombreux, en réalité, l'amour se résume à des tentatives de domination et de manipulation, et parfois même à des manifestations de haine. Mais rien ne nous oblige à rester éternellement prisonniers de schémas aussi négatifs. Nous pouvons redéfinir cette conception, nous pouvons créer la relation dont nous rêvons. Hélas, il est rare que nous le fassions. Tout comme certains se séparent de leur partenaire pour ne pas avoir à affronter les vrais problèmes, d'autres préfèrent les ignorer. Si nous ne mettons pas un terme à une relation bancale, c'est pour deux raisons, parce que nous espérons que l'autre changera, ou bien parce que nous croyons, je pense, que tout peut s'arranger avec le temps. On le sait bien, il arrive très souvent que les gens reprennent une relation qui avait échoué. Combien de femmes ne sont-elles pas revenues vers un homme qui n'avait jamais voulu s'engager ? Si l'engagement est ce que l'on souhaite profondément, pourquoi choisir quelqu'un qui en est totalement incapable ? C'est un peu comme si l'on voulait puiser de l'eau dans un puits sec. Oui, c'est une belle métaphore. Le fait de se fourvoyer sans cesse dans ce genre de rapport revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. On ne le trouvera jamais si vous aspiriez à une relation empreinte de tendresse et d'affection et que vous ayez choisi un être qui manifestement est incapable de vous les offrir, alors il est temps pour vous de chercher quelqu'un d'autre. Oui, c'est intéressant ce qu'Elisabeth Kubler-Ross nous dit avec David Kessler, c'est que c'est pas parce qu'on est... Alors, il y a la relation sentimentale, il y a ce qui se passe dans la relation sentimentale en fonction de soi et de comment les choses se présentent. Mais on n'est pas totalement responsable de tout. Hein. Déjà, je pense que dans une relation, il y a quand même un grand pourcentage des deux côtés. Bon, il y en a qui diraient qu'il y a 50-50. Voir ce qui se joue dans la relation. Moi, je pense que quand il y a violence verbale et physique, ça, c'est rédhibitoire. Il faut stopper la relation tout de suite. Après, en fonction de ce qu'il se joue dans la relation, hormis violence verbale et physique, voir ce qu'il interfère. Est-ce que je peux changer ? Est-ce que je peux mettre des choses en place ? Est-ce que,
je suis bien évidemment responsable de certaines choses et de ce qu'il se joue, mais dans ce qu'il ne peut pas être changé ou amélioré, il est évident qu'il faut être en capacité de prendre du recul pour savoir si l'on reste ou si l'on continue. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc, pour reprendre, le fait de se fourvoyer sans cesse dans ce genre de rapport revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. On ne la trouvera jamais. Si vous aspiriez à une relation empreinte de tendresse et d'affection et que vous ayez choisi un être qui manifestement est incapable de vous les offrir, alors il est temps pour vous de chercher quelqu'un d'autre. Ne laissez personne jouer avec votre amour et votre cœur. Et ne laissez pas de vieux schémas modeler votre vie présente. C'est ça. En ce qui concerne les vieux schémas et nos blessures internes, vous pouvez changer les règles du jeu en apprenant à vous respecter vous-même ainsi que les autres et en remplaçant vos vieux schémas négatifs par de nouveaux. Vous pouvez définir un nouveau cadre pour l'amour où l'autre sera reconnu et digne d'être aimé passionnément. Et vous pouvez espérer d'être traité de la même façon. Votre destin dans cette vie ne dépend que de vous. Ah, ça tout de suite, ça met un peu la pression. Bon, et encore que, c'est aussi rassurant de savoir aussi qu'on est maître à bord. Mais quand même, moi je pense que on est maître à bord, mais il faut aussi savoir se déculpabiliser en fonction de ses blessures internes et du parcours de vie que l'on a eu, de l'environnement où on a évolué étant enfant. Il y a des blessures qui interfèrent dans les relations humaines, dans nos relations humaines, et où parfois c'est compliqué d'être maître à bord justement. Donc je pense qu'il faut vraiment se déculpabiliser par rapport à ça et se faire aider par un professionnel de santé. Une fois ce travail accompli, il vous faut apprendre à aimer sans illusion. Si notre relation est pure, si nous laissons agir l'univers et si nous tirons les enseignements des situations auxquelles nous sommes confrontés, nos relations amoureuses seront alors fondées sur le don, le libre consentement et le partage mutuel. En renonçant à influer sur la relation, on découvre le véritable pouvoir de l'amour sans illusion. En la matière, il est inutile de planifier, de lutter ou de manipuler. Il faut renoncer une fois pour toutes à ce genre de réflexion. Si je ne le domine pas, il ne fera pas ce que j'attends de lui. Ou bien, si je ne change pas quelque chose à notre relation, mon ami ne changera jamais. Nous devons apprendre à partager nos vérités. Il n'y a rien de mal à discuter avec l'autre d'un comportement qui nous semble insupportable. Mais évoquer un problème pour obtenir quelque chose est une forme de manipulation. Nous devons partager nos expériences et dire notre vérité, mais pas dans le but d'en tirer un bénéfice quelconque. Tant que nous nous cramponnons à nos schémas et à nos illusions, nous ne pourrons aimer réellement. Laissons l'autre être ce qu'il est. S'il s'en va, c'est sans doute parce que les choses devraient se passer ainsi. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier nous permet de relativiser les choses. Très souvent, des personnes parfaitement heureuses dans une relation ne peuvent s'empêcher d'assaillir l'autre de réflexion. Alors je vais reprendre la phrase. Très souvent, des personnes parfaitement heureuses dans une relation ne peuvent s'empêcher d'assaillir l'autre de réflexions de ce type. Seras-tu encore là dans 20 ans? Peut-être que oui, peut-être que non. Nous n'avons pas à connaître le futur. Voilà, c'est ce que nous disions auparavant. Il est plus difficile de vivre sa relation à l'autre ici et maintenant que de se concentrer sur le passé ou sur l'avenir. Nous n'avons pas tendance à reprocher sans cesse à l'autre les mêmes fautes d'un lointain passé que l'on a de lui. Ces souvenirs n'influencent-ils pas encore aujourd'hui l'opinion même s'il s'est excusé et s'il a changé? Nos schémas de comportement nous poussent malgré tout à vouloir le punir ou à lui rappeler ses torts. Si nous nous cramponnions à nos vieilles blessures, c'est parce que nous avons renoncé à aimer l'autre. Ça, c'est intéressant. Au lieu de ressasser les mêmes vieilles histoires, nous devrions apprendre à crier aïe lorsque l'autre nous blesse, alors il sera possible d'aller de l'avant. Lorsqu'on renonce à ses attentes illusoires et à ses schémas de comportement, l'amour prend son envol en toute liberté. Il va où bon lui semble, et non dans la direction que nous souhaitions, parce que l'amour n'a pas de loi. Lorsque nous lâchons prise, il peut nous offrir de merveilleux moments de tendresse. C'est beau, hein, cette phrase, hein.
L'amour est rarement éternel, certaines histoires d'amour durent 50 ans, d'autres 6 mois seulement, et d'autres s'achèvent par la mort de l'un des partenaires. La durée d'une relation ou la façon dont elle prend fin n'indique pas que l'on ait fait fausse route. C'est la vie tout simplement, l'important c'est de se demander si une relation est intense ou non et comment on peut l'enrichir. De même que la mort nous apparaît comme un échec, nous avons le sentiment qu'une relation a échoué si elle ne dure pas. La vérité, c'est que même une relation de 6 mois peut être réussie et enrichissante. Chaque histoire a sa raison d'être. Lorsqu'elle a accompli sa tâche, on peut dire qu'elle a été un succès. Malheureusement, on ne se rend pas toujours compte qu'une relation est terminée et réussie. Oui, parce qu'on pense que forcément, si c'est terminé, c'est un échec. Alors que le fait que ce soit terminé, c'est pas forcément lié avec l'échec. Malheureusement, on ne se rend pas toujours compte qu'une relation est terminée et réussie. James, qui vivait dans l'illusion que toute relation doit absolument marcher, nous parle de son expérience. Et ben, ça vient justement confirmer tout ça. Il y a 2 ans, mon amie Beth et moi nous sommes séparés. Je n'avais jamais envisagé de faire ma vie avec elle, mais j'ai quand même eu le sentiment que notre relation avait été un échec. J'étais blessée, amère et triste, et il en était de même pour elle. Il y a 1 mois environ, j'ai rencontré par hasard des amis et collègues de Beth. J'ai aussitôt eu l'impression que c'était un signe. Peut-être devais-je la rappeler, peut-être notre histoire n'était-elle pas finie. C'est ainsi que je l'ai contactée et que nous avons décidé de dîner ensemble. Pendant le repas, nous n'avons jamais évoqué l'éventualité de renouer. Nous nous sommes dit que nous avions beaucoup appris l'un de l'autre et que ce que nous avions vécu ensemble nous permettait de mieux aborder nos prochaines relations. D'une manière tout à fait surprenante, à la fin de cette soirée, non seulement je n'avais plus l'impression que notre relation avait été un échec, mais je la considérais comme riche et réussie. C'est beau, hein? Vous trouvez pas? Certaines personnes réapparaissent dans notre existence. Parfois, cela est dû au fait que l'histoire n'était pas finie et qu'il y avait encore des problèmes à résoudre. Toutefois, il arrive qu'une relation reprenne, non pas parce qu'elle est inachevée, mais parce qu'elle n'est pas terminée dans notre esprit. Il reste alors un travail à effectuer pour pouvoir en faire le deuil. Il suffit parfois pour cela de cesser de la considérer comme un échec. Il n'y a pas d'erreur en amour. La relation se déroule comme elle l'aurait dû. Depuis la première rencontre jusqu'au dernier adieu, nous sommes liés à l'autre. C'est à travers lui que nous apprenons à découvrir notre âme, sa topographie si riche et à nous consacrer à notre guérison en nous débarrassant de nos préjugés sur l'amour. Nous débarrassons en même temps de ces questions obsédantes. Sur qui vais-je tomber la prochaine fois? C'est vrai. Quand on est dans une relation sentimentale et que ça se passe pas très bien ou qu'on a vécu des choses difficiles, on se demande voilà sur qui on va tomber. Ça me fait penser au film Forrest Gump qui est c'est comment la phrase déjà la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, c'est ça? Bon, il faut laisser la vie nous surprendre et ça ne veut pas dire que... parce que parfois on entend cette phrase, tant qu'on n'a pas réglé quelque chose, la vie nous présente toujours la même situation et les mêmes personnes. Bon, c'est peut-être vrai, mais aussi, et moi j'en ai fait l'expérience dans les profils amoureux que j'ai rencontrés différents, complètement différents. Donc c'est pas parce que le précédent a été comme ça que forcément le prochain il sera comme ça. Non, moi j'en suis persuadée de ça. Si on quitte une relation parce qu'on a affaire à tel profil, ça ne veut pas dire que le prochain sera comme le précédent. Vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un de différent. Et nous, donc, en nous débarrassant de nos préjugés sur l'amour, nous nous débarrassons en même temps de ces questions obsédantes. Sur qui vais-je tomber la prochaine fois? Combien de temps cela durera-t-il? Nous transcendons alors ce cadre réducteur pour trouver un amour magique, créé uniquement pour nous, par un pouvoir supérieur. Un pouvoir supérieur, ok. Bon, ça suppose de... J'aime pas trop ce terme lâcher prise qu'on utilise un petit peu à toutes les sauces. Il est un petit peu galvaudé ce mot. Mais en tout cas, moi je dirais donc faire confiance, se montrer en vérité, être
tels que nous sommes, et aussi accepter aussi toutes les polarités, toutes ces polarités qui nous caractérisent en tant qu'être humain, avec nos parts d'ombre et nos parts de lumière. On n'est pas seulement lumineux, hein, on a aussi toutes ces parts, on est des êtres d'émotion. Donc en fonction de notre état émotionnel, de ce que l'on traverse, de ce que l'on vit, des épreuves de la vie, eh bien voilà, on fluctue aussi en fonction de ce qui est là. Et je pense que ce que nous avions peut-être de mieux à faire, c'est de s'accepter et de se montrer en vérité. Et en se montrant en vérité, en acceptant aussi ses blessures internes, et en acceptant aussi de travailler et de suffisamment voilà, prendre du recul sur la situation et de se dire oui, peut-être que voilà, peut-être que cette fois-ci j'ai mal agi, mais je prends conscience, mettre de la conscience sur nos agissements et nos comportements, et de se dire bah, la prochaine fois, je ferai mieux. Voilà, mettre en lumière euh, pour pouvoir cheminer et continuer sans se culpabiliser, parce que ça fait aussi partie de nos cheminements personnels. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.